À tous et bonsoir à toutes. Anne-Cécile, bonjour. Donc, on s'est réunis aujourd'hui pour discuter ensemble d'une thématique qui nous intéresse, la durée des antibiotiques, les nouvelles recommandations et les petites astuces. Donc, moi, je suis médecin généraliste, Yann Guégan, et face Et mon donc, collègue. Jean-Baptiste de Couture, je suis pharmacien. Et nous allons tous les deux vous présenter le topo ce soir ou ce midi. Donc, alors. Donc, nous allons revenir sur les durées d'antibiotiques préconisées pour les infections bactériennes courantes. Un petit rappel sur le fait que nous cherchons à prescrire pour des durées les plus courtes possibles et que les derniers groupes de travail ont préconisé d'arrêter les recommandations avec des fourchettes de prescription. Par exemple, pour une durée de traitement comprisant 7 et 10 jours, les futures recommandations parleront uniquement de la borne basse 7 jours. En France, nous consommons à peu près un peu plus de 25% de la consommation moyenne des pays européens. À savoir que 70% de la consommation en santé humaine provient de prescriptions par des médecins généralistes. C'est pourquoi nous faisons ce topo ce soir. Chaque année en France, on peut compter 12 500 décès liés à une infection par une bactérie résistante aux antibiotiques. Ça veut dire que il n'y a plus de ligne de traitement antibiotique pour traiter cette infection. Et ce sera le cas de plus en plus fréquemment. Sur cette diapositive, il y a deux choses à retenir. Globalement, la Bretagne est plutôt bonne en France par rapport aux autres régions. Et le deuxième graphe nous permet de voir que depuis une dizaine d'années, la consommation d'antibiotiques en secteur de ville diminue pour toutes les classes d'âge en moyenne et que il y a tout de même du travail à faire concernant la population 85 ans et plus. Parce que celle-ci, c'est la plus élevée et ça ne diminue pas vraiment. Cette diapositive nous permet de voir qu'il y a des domaines pour lesquels les prescriptions antibiotiques ressortent davantage, à savoir le domaine ORL, les infections respiratoires basses, les pneumopathies, et les affections de l'appareil urinaire. C'est pourquoi on cible principalement le topo ce soir sur ces trois sphères. Une petite diapositive intéressante pour faire remarquer que la surprescription d'antibiotiques fait partie d'un tout. Et le fait d'en prendre conscience permet aussi de peut-être de pallier. Alors, globalement, on a des journées chargées avec un volume élevé de cas et des contraintes de temps, ce qui peut faire prendre parfois des mauvaises décisions. Et la surprescription d'antibiotiques de l'étude provient à la fois des médecins, des patients. Côté médecin, on a l'impression de répondre à une demande d'antibiotiques perçue de la part des patients. On a un petit peu peur qu'ils soient déçus, qu'ils ne reçoivent pas d'antibiotiques. Le médecin peut avoir également peur d'une progression de maladie si les antibiotiques ne sont pas prescrits. Envie d'avoir une solution rapide à proposer aux patients et avec toujours cette conviction que le problème de l'antibiorésistance provient pas de ses propres prescriptions, mais celle des autres. Et du côté du patient, un petit peu en miroir, il a peur que la maladie progresse chez soi si on n'a pas les antibiotiques prescrits dès le début. Avoir envie d'une solution rapide, de pas avoir envie de reconsulter, parce qu'on a toujours l'impression que ça ne partira pas si jamais j'ai pas d'antibiotiques. Et le fait de pas forcément connaître les mécanismes des antibiotiques et de faire la différence entre virus et bactéries.
Dans tous les cas, ce qu'il faudra tendre, c'est moins prescrire. On a presque envie de dire que si jamais il y a un doute, eh bien, il vaut mieux ne pas prescrire que de prescrire des antibiotiques, quitte à réévaluer le patient. Ensuite, tout ça, ça permet de diminuer une hétérogénéité et une interaction médicamenteuse, qui n'est pas moindre. Ce qui avait été à l'occasion d'une présentation avec Jean-Baptiste et moi il y a quelques mois. Se dire que si on diminue la durée de temps de prescription, on atteindra une meilleure observance aussi du patient. Qu'on diminuera le risque d'acquisition de résistance, à savoir que peu importe, même si c'est la bonne molécule, que la durée est bonne, la mutation pour une résistance de la bactérie est un phénomène naturel de toutes les bactéries. Donc, on en créera de toutes les manières, le but étant d'en créer le moins possible. Le fait de revoir les recommandations, d'arrêter les intervalles, comme je vous disais plus tôt, ça permet d'homogénéiser les pratiques, de pouvoir comparer ce que l'on fait à l'échelle nationale et internationale. D'avoir des durées de traitement plus courtes permet de réévaluer peut-être le patient s'il n'est pas mieux et d'éviter une errance diagnostique. Et bien sûr, moins de traitement égale à un coût moindre. On s'est basé ce soir pour réaliser ce topo sur les recommandations de l'HAS, qui elle-même se base sur la SPIF et le GPIP. Voilà, sur différentes articles. Donc alors, on va commencer en parlant des infections ORL, qui représentent le plus gros morceau des infections pour lesquelles il y a une prescription d'antibiotiques en ville. Alors, l'angine. Pour rappel, les angines guérissent le plus souvent seules en quelques jours et un traitement antibiotique est rarement justifié. La bactérie que l'on cherche à traiter est le streptocoque bêta-hémolytique. Ah. Donc, l'intérêt de l'antibiotique chez un enfant de plus de 3 ans. Parce qu'avant, ils n'ont pas les récepteurs, donc pas d'angine bactérienne avant 3 ans. L'intérêt, c'est de diminuer la contagiosité, le portage du streptocoque, de diminuer les symptômes de 24 heures au mieux, et de prévenir les complications post-streptococciques. À savoir que ces complications post-streptococciques, qui sont le rhumatisme articulaire aigu principalement, qui crée des lésions valvulaires, des arthrites, est extrêmement rare en France. 0,1 cas pour 100 000 enfants. C'est vraiment, la France n'est pas concernée clairement par ça, c'est plutôt les pays en voie de développement. Donc, on perd l'intérêt de l'antibiotique dans ce contexte-là. Voilà. Donc, sachez que quand vous en prescrivez, c'est principalement pour éviter de propager et de soulager le patient 24 heures plus tôt. Donc, cette diapositive, c'est pour revenir sur le traitement et l'aide à la prise en charge pour savoir quand est-ce qu'on va prescrire. L'amoxicilline, qui est à raison de 50 mg kg jour chez l'enfant, max 2 grammes chez l'adulte, du coup au total 6 jours. Ça, il n'y a pas eu de changement de prescription récente. Et dans les alternatives, c'est l'Orelox ou le Zitromax. Est-ce que tu as des choses à nous dire? Alors, je vais faire une présentation rapide sur les 3 molécules. On peut mettre la... J'arrête le partage. Oui. Est-ce que là... Parfait, je pense qu'on doit me voir. Parfait. Donc, juste un petit rappel. Donc, l'amoxicilline sur la forme pédiatrique existe sous 3 dosages. Donc, on a l'amox, je vais essayer de rapprocher la caméra, donc en 125. Oui. Parfait. Je te laisse éventuellement donner les boîtes. L'amox 250 et l'amox 500.
Donc 12 cuillères-mesures. Ce qui est important de savoir sur ces formes pédiatriques, c'est qu'il y a deux choses. 12 cuillères-mesure, c'est-à-dire il y a 12 cuillères-mesure. Donc une cuillère-mesure matin et soir, 6 jours, c'est 12 cuillères-mesure. Dans les trois flacons. Dans un flacon, égale 12 cuillères. Donc il y a 12, 12 et 12. Tout à fait. D'accord, je savais pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je vais traiter surtout les principales erreurs qu'on peut voir dans nos pharmacies. La première, c'est au niveau de la reconstitution. Donc, on utilise toujours de l'eau peu minéralisée jusqu'au trait de jauge qui est à peu près à la moitié du flacon. Donc, on fait d'abord une première fois le plein. On secoue, on remue, on laisse reposer 4-5 minutes. Et en fait, le niveau va baisser. Oui. Et à ce moment-là, on remet un petit peu d'eau. Donc, on a eu des fois des personnes qui n'allaient pas au niveau ou des personnes qui remplissaient jusqu'en haut du flacon. Donc là, c'est quelques erreurs. C'est l'explication. La deuxième chose aussi, quand on regardera les boîtes d'Amox, c'est que selon le laboratoire, ça se conserve ou non au frigo. Oui. Donc, ils ont chacun leur propre prérogative. Donc là, j'ai sorti 3 labos différents. C'est marqué dessus ? C'est marqué dessus, tout à fait. Et donc, c'est souvent sur le côté. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, celui-ci, par exemple, a conservé une température ne dépassant pas 25 degrés. Et si on prend un autre labo, voilà. Et si je prends celui-ci, c'est marqué, attention, se conserve 14 jours au réfrigérateur. Donc, il faut bien... Là, c'est une petite variable qui dépend donc des laboratoires. Et comment on l'explique, puisque ça dépend de leurs recommandations et de leur d'obtention d'AMM. Donc, en pratique, nous, on lit, on regarde nous-mêmes parce qu'en fonction des ruptures, en plus, on n'a pas forcément les mêmes labos, mais voilà. Donc, frigo ou pas, et surtout le trait de jauge. Donc, l'Amox en forme adulte, on va dire, ou en forme comprimée ou en gélule. Donc, Amox 500 en gélule, voilà, en boîte de 12, ou l'amoxicilline 1 gramme. Donc, en boîte de 6 ou en boîte de 14. Bon. L'avantage de ces deux formes, en forme comprimée 1 gramme, c'est que ce sont des formes dispersibles. Donc, c'était assez arrangeant quand on manquait d'Amox 500 sirop, puisqu'il suffisait juste de les couper en deux et de les dissoudre tranquillement dans un verre d'eau. Voilà. Donc, ces produits-là, comme vous avez pu voir sur les derniers mois, on est en forte tension. C'est en train de se résoudre progressivement puisqu'on quitte cette période de pâteau. Par contre, on a très peur de revivre la même séquence à partir de la rentrée prochaine, la rentrée de septembre. Donc, ça, c'est la première. Ensuite, tu as parlé de la cefpodoxime ou de l'Orelox ? Oui. Voilà. Donc, je prends juste les boîtes. Voilà. Donc, cefpodoxime sur forme adulte, l'Orelox en boîte de 10, dosé en 100 mg. Voilà. Et la cefpodoxime qui est sous cette forme-là, en forme sirop. C'est des flacons de 200 doses. Enfin, en tout cas, celle que j'ai prise, c'est 200 doses. Donc, là encore, c'est systématique. Par contre, la cefpodoxime sirop, après reconstitution, se conserve toujours au frigo. Donc, première chose. Deuxième élément, elle est calculée sur une base de 8 mg par kilo et par jour. Donc, à partir de 25 kg, il vaut mieux utiliser d'autres formes pharmaceutiques, donc plutôt les comprimés. En tout cas, sur l'indication angine. Après, il y a d'autres indications où ils demandent des dosages plus forts et là, on peut pousser un peu plus loin. Est-ce que tous les comprimés, parce que 25 kg, c'est un enfant, on peut les écraser? Alors, sur la cefpodoxime, il n'y a pas de problème, c'est juste du principe actif, on peut les dissoudre si vraiment ça pose un souci, un réel souci, tout à fait. Et d'ordre général, sinon, il y a quand même, il faut faire gaffe. On ne peut pas tout écraser. Sur les antibiotiques, il n'y a pas de problème, juste des formes libération modifiées qu'on pourra avoir avec les macrolides, par exemple. Je pense le monozéclar à l'époque, clarithromycine LM. Là, si on écrase, on libère toute la substance en une fois. Donc, ça dépend de certains antibiotiques, en fait. Parce qu'il y a des concentrations différentes en fonction de là où on se trouve dans le médicament. En fait, dans la clarithromycine LM, par exemple, c'est une libération modifiée. Donc, en fait, si on écrase la pharmacocinétique du produit. Et donc, ça se libère dans le sang plutôt d'avoir quelque chose de plus lent. D'accord. C'est pour ça, en fait. OK. Donc, ça, c'était pour la cefpodoxime. Mais tu as parlé, on va faire tout de suite de l'azithromycine. Azithromycine, qui existe sous forme pédiatrique. Donc, c'est un seul dosage, mais sous 2 contenances différentes, donc petit ou un peu plus grand modèle. Zitromax se conserve toujours à température ambiante. Donc, par contre, il y a une petite particularité pour lui que nous, on voit souvent en prescription, c'est que les médecins marquent souvent une dose 32 pour 32 kg, par exemple, par jour pendant 3 jours. Le problème, c'est que c'est 25 kg maximum.
Donc, c'est une dose 25 et plus, même si l'enfant fait 33 kg. Puisque à partir du moment où on fait 25, une dose 25, ça représente 500 mg que l'on donne, et donc il ne faut pas donner plus que 500 mg, c'est la dose usuelle et adulte. Okay. Et pour finir cette partie-là, donc il y a l'azithromycine en comprimé qui existe sous deux formes, en forme 250 mg boîte de 6 ou 500 mg boîte de 3, donc Ordifa, Zitromax. Bon, il y a aussi l'azithromycin monodose, mais pour d'autres indications. Voilà, donc qui existe aussi pour Sunacrolide. Voilà pour cette partie. Des questions? Non? L'Assemblée? Non? C'est parfait, merci. Tac. Donc là, je partage à nouveau. En restant toujours au niveau ORL, maintenant, l'otite moyenne aiguë. Donc, les bactéries en cause le plus fréquemment, c'est l'hémophilus, streptocoque pyogène, pneumocoque, Mycoplasma catarrhalis, Staph aureus, Enterobacter et le pio. Alors, donc, dans les tableaux cliniques assez évocateurs, fièvre brillante, fièvre à 38,5 avec des grosses douleurs, on pense au pneumocoque, l'otite conjonctivite, hémophilus, myringite vésiculeuse, donc la petite bulle sur le tympan isolée, plutôt virale, grippe. Voilà. Donc, l'otite moyenne aiguë est plutôt rare chez l'adulte, c'est plutôt chez l'enfant. L'abstention thérapeutique est possible la plupart du temps. Seules les otites moyennes aiguës purulentes confirmées par la vue des tympans justifient une antibiothérapie. Donc voilà. Donc il faut éviter de prescrire des antibiotiques si on n'a pas bien vu les tympans parce qu'il y avait du cérumen. On ne fait pas. Dans les petites modifications récentes, mais plus trop récentes, enfin semi-récentes, c'est la durée d'antibiothérapie qui a été prolongée pour un rare cas de 3 mois à 2 ans. C'était 8 jours, je crois, avant. Là, on est passé à 10 jours. Pour l'enfant de plus de 2 ans, ça dépend des symptômes, si c'est modéré ou important. Modéré, finalement, ça reviendra comme l'angine. Il est possible qu'on passe à pas d'antibiotiques. Enfin, là, en tout cas, c'est déjà le cas. Et par contre, des symptômes importants, amox 5 jours ou si autoré ou otite récidivante, on peut prolonger la durée d'antibiotiques à 10 jours. La question est parfois qui peut rester, c'est sur les pneumocoques à sensibilité diminuée aux pénicillines. Ça, moi, j'avais gardé ça en tête un petit peu d'avant, pendant les études et tout ça. Pour avoir posé la question à des infectiologues, ils disaient que depuis la vaccination au pneumo 13, on en avait quand même beaucoup moins des pneumocoques à sensibilité diminuée. Que quand ça arrivait, le plus souvent, ça arrivait sur des sites profonds, type méningite, plus que dans l'otite. Donc, il n'y avait pas forcément d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Et si c'était ça qu'on suspectait, utiliser plutôt des céphalosporines en première intention. Et il est possible d'envisager une augmentation de la posologie qui est ordinairement de 80 à 100 mg kg à 150. Voilà. Donc 150 mg kg, si jamais il y a peu d'amélioration et qu'on pense fortement à un tableau de pneumocoque. Dans les otites séromuqueuses, juste pour rappel, il n'y a pas d'antibiotiques. C'est de l'inflammation juste résiduelle. Au niveau des otites externes, avais-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça? Parce qu'on a parlé de ces molécules déjà. Oui, c'est déjà vu. C'est bon. Au niveau des otites externes, le but, c'est de réduire la durée des symptômes et c'est principalement l'Oflocet qu'on utilise. Donc, en gouttes, 7 jours. Est-ce que tu as quelque chose? Non, rien. J'ai amené la boîte, mais on pourra la voir tout à l'heure. Continue la présentation, je te montrerai. Suspense pour la boîte d'Oflocet. Ouais, voilà. Ensuite, concernant les sinusites, on ne fait pas de sinusite, par exemple, frontale à 3 ans, c'est pas possible. Les cavités sinusiennes augmentent avec l'âge, donc en fait, la tête grossit et pour qu'on puisse garder la tête sur les épaules, il y a des trous qui se créent. Donc d'abord ethmoïdal, puis maxillaire, frontal et sphénoïdal.
Donc, le traitement est différent en fonction de la zone. Si c'est frontal, c'est de l'amoxicilline, acide clavulanique ou augmentin. La poso est notée sur la diapo. Et si c'est maxillaire, on reste à l'amoxicilline. Parfait. J'ai apporté quelques boîtes d'amoxicilline, clavulanique, augmentin. Donc, alors, on revient. Tac. Je pense que c'est bon. C'est bon. Du coup, juste pour vous montrer la boîte de Flowset, bon, après, c'est juste une boîte, il n'y a rien de particulier, en boîte de 20 dosettes. C'est bien stipulé sur les boîtes, le temps de pause, au moins 5 minutes. Et c'est vrai que c'est souvent peu respecté en fonction de l'enfant. C'est forcément toujours facile, donc on essaie d'appuyer là-dessus. Et alors, il y a 20 dosettes, mais 20 on dosettes. n'utilise jamais 20. On met toutes, on a une dose matin et soir jusqu'à 10 jours, en fait. Ouais. Ouais. Enfin, on a des prescriptions matin et soir sur 10 jours. Donc. Après, le conditionnement pourra peut-être changer. En ce qui concerne l'augmentin, donc l'augmentin pédiatrique qui existe sous 2 modèles, petit et grand, en fait, en fonction du poids de l'enfant et en fonction de du nombre de jours à couvrir. Donc, c'est toujours en pipette poids, dosé, donc une dose poids 3 fois par jour, dosé à 80 mg par kilo et par jour en amoxicilline et 10 mg par kilo et par jour en acide clavulanique. C'est un produit qui se met automatiquement au frigo après reconstitution. On a été vraiment en tension d'approvisionnement sur ces produits-là là, sur la période hivernale, comme les autres. En ce qui concerne la forme adulte, donc la forme comprimée classique en boîte de 24 ou en boîte de 16, les boîtes se ressemblent énormément. Les comprimés sont souvent dans le même sachet. Donc, quand on ouvre, on a directement les 2 comprimés à l'intérieur. Rien de particulier non plus, si ce n'est qu'ils sont quand même assez gros. Donc, plutôt privilégier la forme sachet. Je vous ai apporté aussi en boîte de 8. Ça existe aussi en boîte de 12, mais on a souvent des. Là, actuellement, j'en ai pas à la pharmacie. J'ai qu'en boîte de 8. On est en rupture également. Donc, c'est très tendu. Donc, ça se dissout assez tranquillement. Donc, pas de problème particulier à ce niveau-là. Voilà pour moi. La peut-être dernière remarque, si je pense, c'est qu'on on se limite à 40 kilos pour la forme pédiatrique. Et après, on essaie de passer plutôt en forme sachet. C'est la frontière à 40 kilos. Ok. Changement de zone. On passe aux infections urinaires. Ça, c'est une diapo qui récapitule un petit peu tout et pour pouvoir comprendre après les différentes décisions d'antibiothérapie. En gros, on classe les infections urinaires simples ou à risque de complications, graves ou non graves. Donc ça reprend les critères. Donc, toutes les infections urinaires à risque de complications, c'est celles des personnes qui ont des anomalies de l'arbre urinaire, type de reflux urinaire. L'homme de base est à risque de complications, la grossesse, les sujets âgés fragiles, l'insuffisance rénale avec une clairance inférieure à 30, l'immunodépression grave. Dans les éléments cliniques de gravité, il y a donc le sepsis sévère, le choc septique et le geste urologique. Type pose de son de Gigi, ça du coup on n'en a pas au cabinet. Hein. Et dans les choses à faire, où on doit faire attention en pratique pour adapter l'antibiotique, où ça peut être hors conventionnel, c'est s'il y a des antécédents de colonisation à bêta-LSE dans les 6 mois, une prise d'augmentin C2G, C3G, fluoroquinolone dans les 6 mois, ce qui arrive. Un voyage en zone d'endémie à Enterobactère, enfin bêta-LSE, enterobactérie, hospitalisation dans les 3 mois ou une vie en institution au long cours. Donc, ça, c'est les critères. Et du coup, ensuite, une fois qu'on décide de réaliser un ECBU, donc, c'est pas dans le cadre de la cystite simple de la femme jeune, c'est donc 6 risques de complications. Donc, suivre les critères d'avant. On estime qu'il est positif
si jamais il dépasse les seuils qui sont présentés, si la leucocyturie est supérieure à 4, 10 puissance 4 par millilitre, et la bactériurie supérieure à 10 puissance 3 dans tous les cas sauf 1, chez la femme, si c'est une entérobactérie, type coli, donc quasiment tout le temps. Donc, leucocyturie 10 puissance 4, donc ça veut dire qu'il y a de l'inflammation dans la vessie, donc il y a des leucocytes, et des bactériuries, oui, je dis bien, supérieure à 10 puissance 3 chez l'homme dans tous les cas, et chez la femme seulement si entérobactérie. Le CBU est important parce que c'est quelque chose que moi je maîtrisais pas forcément et qu'il faut que je me rappelle régulièrement. C'est une fois que le CBU est sorti, c'est important de le regarder en se disant, ben certes, l'antibiotique marche sur la bactérie, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la liste de l'ECBU un antibiotique qui a un spectre plus restreint, auquel cas il faudrait faire un switch. Si on a tapé un peu large au tout début, eh bien c'est pas mal de revenir en arrière. Et on en revient toujours à l'amoxicilline, seulement chez la femme principalement, parce que l'amoxicilline passe pas bien dans la prostate. Ouais. Petite particularité des infections urinaires sur sonde urinaire, donc pas de seuil de leucocyturie parce qu'en fait, globalement, ça sera toujours positif. Voilà. Donc, on retient surtout le seuil de bactériurie qui est augmenté à 10 puissance 5. On ne change pas la sonde pour le CBU, on la changera 24 heures à 48 heures après le début des antibiotiques. Les ECBU, donc, sans symptômes, donc ça veut dire 9 fois sur 10, une colonisation, donc on ne le fait pas, donc merci aux infirmières de ne pas le faire. Pas de CBU sur pipi qui pue. À traiter que si, donc la colonisation n'est à traiter que si grossesse et geste urologique. Et d'ailleurs, la grossesse, c'est un des seuls cas où on recontrôle le CBU à distance pour s'assurer de la négativation de le CBU. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à recontrôler un ECBU. Là, je vous ai remis la liste de choix des traitements. C'est là que tu m'arrêtes après ça? Après ça, oui. Ouais. Donc la cystite de la femme jeune, assez simple, donc phosphomycine, trométamol en prise unique ou monuril. Et s'il y a un risque de complications comme dans la diapo d'avant, le traitement probabiliste, si on ne peut pas attendre l'antibiogramme, c'est toujours en priorité différer et adapter l'antibiotique à l'antibiogramme. Mais si ce n'est pas le cas, nitrofurantoïne une semaine et sinon amoxicilline encore et toujours. Dans les possibilités de la cystite de la personne âgée, c'est le monuril J1, J3, J5 qui n'est pas forcément fait régulièrement. Voilà. Donc, pour vous redire, les choix d'antibiotiques pour être le moins avoir le moins d'impact sur l'écologie bactérienne. Donc, en premier, toujours l'amoxicilline en ville, adaptée à la fonction rénale. Pivmécilinam ou Selexit, nitrofurantoïne ou furadentine, monuril et Bactrim. Ok. Je pense que Oui. Bon, après, je vais passer un peu plus vite. Donc, le monuril, je pense que tout le monde le connaît en forme phosphomycine. non, même pas. Même pas? Non. Alors, la forme sachet. Donc, ce qui est important, je le rappelle juste, c'est qu'il faut le prendre à distance du repas. L'idéal étant un délai de 2 heures. Bien vider sa vessie avant et de le prendre avec un grand verre d'eau pour que le maximum d'antibiotiques passe dans la prochaine miction. L'idéal étant effectivement de le prendre au coucher, si on peut attendre jusque-là, hein, pour les femmes. Voilà. Comme ça, on est. Il y a un petit logo, attention aux femmes aussi, femmes enceintes, du coup. Tout à fait. Ensuite, on a parlé de la furadentine, donc pour la nitrofurantoïne, c'est le seul de sa classe.
Rien de particulier, si ce n'est qu'il y a toujours une coloration brunâtre, enfin toujours de temps en temps des colorations brunâtres des urines, donc il ne faut pas s'inquiéter pendant la prise. C'est un produit qui est régulièrement en rupture. Là aussi, on a énormément de mal à l'avoir, mais bon, j'espère que la situation changera rapidement. Ensuite, le cotrimoxazole en 800-160, donc ça c'est le Bactrim Forte en format générique, qui existe aussi en Bactrim classique, on va dire, donc en boîte de 20 comprimés pour le classique et de 10 pour la Bactrim Forte. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. On a parlé de la Selexide qui existe, donc le pimécilinam, pardon, voilà, donc il existe en format donc 20 comprimés ou 28 selon la durée de traitement. Donc toujours pareil, prise toujours au milieu du repas et loin d'une station allongée pour éviter les œsophagites. Enfin, j'ai oublié de parler de la Bactrim, pardon, excusez-moi, pédiatrique que j'ai sorti. Là, c'est plutôt à titre indicatif, qui existe aussi, parce que c'est le seul quand même de sa classe en format pédiatrique. Voilà. Il n'existe pas en générique. Ah bon? Non. Du coup, il coûte beaucoup plus cher ou... Non, il est très faible, on est dans les 4-5 euros, je dirais. Oui, donc c'est peut-être pas... Ok. Une belle boîte. Dans les informations aussi, là, comme je disais, l'amoxicilline adaptée à la fonction rénale. Si vous suivez un petit peu dans la newsletter de la CPTS, il y a des petites informations qui sortent de temps en temps. Et il est sorti un mois donné des sites qui permettent d'adapter la posologie des antibiotiques en fonction notamment de la fonction rénale. C'est GPR. Ça paraît un peu fastidieux comme ça de s'inscrire, mais en fait... pas tant que ça. Une fois que c'est inscrit, c'est hyper simple. Et sinon, en fonction du poids, c'est abxmi.com. Pareil, en fonction du poids, abxmi.com. Donc ça, c'est assez facile d'accès. Donc, comme on disait tout à l'heure, pour la grossesse, c'est un des seuls cas où on traite les colonisations, mais pas de traitement probabiliste. On attend le résultat de l'antibiogramme en privilégiant l'amoxicilline. Et cystite aiguë de la femme enceinte, tu vois, c'est pour ça que j'ai un peu trouvé étonnant. Il y a attention sur la femme enceinte, sur son truc de mononurie. Sur le site du CRAT, on peut. Oui. Voilà, c'est juste des préconisations. Je pense que les signes aussi sont donnés pour éviter l'automédication. Ok. Voilà. Donc, pour la mise en garde des patients sur l'utilisation de ces produits-là. Voilà. Donc, contrôle de la négativation de l'ECBU à la différence des autres cystites à risque de complications. Un autre fait qui peut être intéressant, c'est les cystites récidivantes. On en a quelques-unes, parfois les dames âgées, où il y a plusieurs problèmes aussi au niveau gynéco, sécheresse ou autres qui peuvent, prolapsus, engendrer des cystites récidivantes. Le seuil, c'est 4 épisodes par an. Et la question se pose du coup de mettre en place une antibioprophylaxie s'il y a un épisode par mois. Auquel cas, on peut mettre le Monuril en prise unique tous les 7 jours. Voilà. Sur la durée de mise en place, les infectiologues, il n'y a pas vraiment de recommandation, mais peuvent dire 6 mois. Toutes les semaines pendant 6 mois et à réévaluer au bout de 6 mois si ça persiste ou pas. Il y a un autre cas de figure chez la femme du coup qui a des rapports et qui a des cystites systématiques au moment suite au rapport. C'est donc après tous les conseils qu'on peut donner de lutter contre la constipation, pour de slip en coton, bien s'hydrater. Pipi après les rapports, c'est du coup, si on est dans ce cadre d'un épisode par mois, ce serait de prendre dans les 2 heures avant ou après le rapport le Monuril.
Dans les alternatives possibles au Monuril, c'est le Bactrim Forte. Voilà. J'ai jamais mis. Voilà. J'ai surtout mis le Monuril. Tu as des choses à dire? Oh non, là, c'est bon. Ouais, merci. Donc là, l'infection monte. Donc, dans les choses aussi qu'on a pu entendre en infectieux, c'est que la cystite, on a envie de la traiter très vite puisqu'on a peur que ça devienne une pyélonéphrite. Certains auront, et du coup, c'est un des critères de mettre des antibiotiques très rapidement sans attendre le CBU. Mais en fait, ce que disent les infectieux, c'est que si jamais il y a une pylo qui devait arriver, elle arriverait dans les 24 heures. Enfin, elle arriverait d'emblée, en fait. Donc, c'est une fausse croyance de se dire que ça va se compliquer direct et que le mieux est d'attendre l'antibiogramme. La plupart du temps, on utilise des quinolones, la ciprofloxacine ou lévofloxacine, en l'absence de traitement dans les 6 mois. Dans le meilleur des cas, toujours l'amoxicilline. Comme on est simple, on est chez la femme. Voilà, pour information. La durée, on est toujours en fonction de la molécule. Si on a réussi à faire ça tout le temps, un fluoroquinolone ou bêta-lactamine, ça sera 7 jours. Et puis 10 jours dans les autres cas. Dans les pyélonéphrite, à risque de complications, c'est 10 jours. S'il y a évolution rapidement résolutive. Dans ce cas-là, de toute manière, je pense qu'il est judicieux d'appeler les infectieux parce que il est probable que ce soit un papy en EHPAD, en fait. Souvent, c'est plutôt ça que l'homme jeune. On en voit rarement. Donc, dans les infections masculines, comme pour tout à l'heure, il y a une liste de choix qui a été déjà dans les recommandations. On met en premier la fluoroquinolone, ciproflox, lévofloxacine 14 jours. En choix 2, cotrimoxazole 14 jours. Choix 3, céfotaxime 14 jours. Choix 4, céfoxitim, piperacine, tazobactam, thémocine 25 jours. Donc en gros, plus on augmente et plus on augmente le spectre. Choix 5, imipenem, meropenem, ertapenem. En gros, on n'utilise pas ça en ville. Et 21 jours, cas particulier s'il y a une neuropathie sous-jacente, donc une malformation. Petite chose écrite toute petite en haut à droite, dans les choses qui sont amenées à bouger, c'est les cystites light chez l'homme. En gros, c'est quand il n'y a pas de fièvre et qu'il y a juste des signes d'irritation vésicale. Il est possible que 7 jours soient suffisants. Donc, qu'on réduise la durée des antibiotiques. Voilà. Donc, en gros, pas de signe prostatique. Voilà. Voilà. Est-ce que après ça change un petit peu? Donc, tu as peut-être des choses à. Tu as parlé donc des quinolones. Donc, juste une présentation rapide de la ciprofloxacine. Ciprofloxacine, qui existe en tout cas en ville sous 2 dosages, le 500 et le 250. Ils ont rajouté les QR codes pour destination des patients suite au problème des quinolones. On a entendu parler l'an dernier, la neurologie, des problèmes graves aussi. Donc voilà, ça c'est notifié. Tu parlais des C'est-à-dire que du coup, les gens, ils scannent le QR code ici. Voilà. Et ils ont accès à quoi? À tous les effets indésirables graves. Voilà. Donc, ils n'ont pas mis en première plus attention. De l'intérieur, quoi, de la petite vis. Exactement, tout à fait. De manière à dire qu'effectivement, ça a quand même été présenté. Voilà. Il y a eu un travail de fait en amont. Avec son iPhone. Voilà, c'est ça. Mais on ne voulait pas faire peur aux gens, entre guillemets. C'est pour ça qu'ils les ont mis comme ça, plutôt que le mettre directement sur la boîte. Ça ferait un peu comme fumer tu, si tu veux. C'est quand même pas terrible. Donc voilà, je pense que c'était, on va dire, une manière adéquate de transmettre quand même l'information. Si je peux juste rebondir sur les fluoroquinolones, tu allais continuer. C'était sur le Tavanic, le lévofloxacine, une autre quinolone de toute façon, donc qui est présente aussi. Voilà, c'est juste ça. Moi, je me suis déjà posé la question, mais pourquoi on continue si jamais c'était à risque de tendinopathie, de confusion et chez la personne âgée? Et en fait, c'est que c'est quand même meilleur. Enfin, on a une meilleure efficacité. Il y a toujours la balance bénéfice-risque. Et si a priori la personne va le supporter, c'est du coup plus efficace
que les autres. Voilà. Tu as parlé aussi des ceftriaxone, donc de la rocéphine. Ouais. Donc, 1 gramme en IV ou en IM. Bien sûr, le risque de confusion, c'est pour l'infirmière lors de l'injection. Donc, c'est quand même bien notifié dessus, hein. IM d'un côté, IV, de manière assez voyante, ça a été retravaillé. Donc, la différence, c'est la présence de l'anesthésique locale qui est présente dans la forme IM, qui n'est pas présente dans la forme IV. Alors là, je vois ici voie intramusculaire, mais je vois pas. Ne pas injecter par voie intraveineuse, Ouais, intramusculaire. IM, mais Et là, c'est marqué où? intraveineuse. Ah voilà, on Voilà. voit mieux. Voilà. Il faut savoir que la forme sous-cutanée n'est plus recommandée, en tout cas pour la rocéphine aujourd'hui. Donc, voilà, uniquement en intraveineux sous-cutané. Ok. Avant, on utilisait la forme IM qu'on mettait en sous-cut, mais maintenant, c'est fini. Comment? Ah oui. Voilà. Je pense être parti pour moi. Donc là, on passe toujours dans la même sphère, mais plus version IST, les urétrites et les cervicites non compliqués. Donc, le traitement antibiotique probabiliste anticonococcique, ça n'a pas changé. Pareil, on vient de le présenter, ceftriaxone, une seule injection. Et le traitement chlamydia en premier d'oxy 7 jours ou en deuxième position, l'azithromycine dose unique. Moi, je m'étais posé la question aussi, pareil, pourquoi on privilégie en premier à 7 jours et pas la dose unique? C'est que effectivement, l'azithromycine en dose unique est à privilégier si on pense à quelqu'un de non observant en fonction du profil. Mais la doxy reste quand même meilleure pour l'efficacité et meilleure au niveau écologie bactérienne malgré tout, au niveau de la résistance aux macrolides, parce qu'ils ont des chlamydia résistants aux macrolides. C'est la raison. Ça y est, on passe au dernier point, les poumons, la bronchite aiguë, donc bronchite virale, pas d'antibiotiques. Vous allez avoir le plaisir d'avoir prochainement l'ordonnance de prescription des infections virales, l'OPIV et non plus l'ordonnance de non-prescription d'antibiotiques. Voilà, donc il y aura une communication de la CEPAM par rapport à ça, où il y a eu énormément de travail, de remise en question pour arriver à cela. Et les pharmaciens en bénéficieront de cette jolie feuille avec un QR code également. Voilà. Pour les décompensations de BPCO, il faut y penser devant une majoration des crachats et une purulence chez un patient présentant une BPCO. Encore une fois, l'amoxicilline en première intention, 1 gramme x 3, 5 jours, avec en alternative l'augmentin en fonction du stade, donc de la BPCO 4, spiramycine ou azithromycine. Pour rappel, si fièvre chez un patient BPCO, pensez plutôt à la pneumopathie qu'à une décompensation de BPCO. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Non. Bon. Enfin, il y a une boîte de doxy, on verra tout à l'heure. Donc, la pneumopathie, en gros, celle qu'on voit au cabinet, c'est en ce moment pneumocoque, mycoplasme et la coqueluche qui vient se rajouter. Donc, pneumocoque, plutôt un tableau bruyant et c'est principalement celle-là qui tue. Et dans les pneumopathies graves qu'on rencontre à l'hôpital, c'est en plus le staph, la légionnelle, les BGN dans les pneumopathies d'inhalation, donc les bactéries à gram négatifs, coli, et hémophilus. Pour information, prochainement sortira, donc fin 2024, une recommandation qui diminue la durée des antibiotiques. On était sur 7 jours, on est passé assez facilement à 5 jours d'antibiothérapie et on va probablement passer à 3. Donc, en gros, quelqu'un qui crache, qui a de la fièvre, si au bout de 48 heures, il n'est pas nettement amélioré, c'est que c'est pas ça. Ou il faut revoir son traitement, faire une bithérapie, ou voilà, si on est persuadé du contexte bactérien.
Pour le moment, les recommandations, c'est 6 améliorations cliniques à J2, 3, donc ça veut dire plus de fièvre principalement, et bonne constante. On peut s'arrêter à 5 jours de traitement. Si pas d'amélioration, on peut poursuivre jusqu'à 7 jours au maximum. Voilà. Après, le reste, c'est plutôt clairement de l'ordre de l'hôpital, quoi. La réa et la légionelle, c'est toujours grave, donc c'est à l'hôpital. Tac, tac, tac. Donc, on a parlé d'exacerbation de BPCO 5 jours. Les pleurésies, bah, c'est plutôt l'hôpital aussi. Et associé aux soins aussi, et ventilation, pareil. Ça, c'est donc un tableau récapitulatif. Donc, pneumopathie aiguë communautaire, donc PAC, non sévère, amoxicilline 1 gramme fois 3, 5 jours. Pas d'amélioration. Est-ce qu'on va jusqu'à 7 jours si on est persuadé? C'est peu probable. Plutôt ajouter des macrolides pour se dire qu'on va agir sur les bactéries intracellulaires, le mycoplasme. Et dans les pneumopathies non sévères en EHPAD, on ira plus facilement à l'augmentin ou la rocéfine. C'est un texto pour dire non. Et si pas d'amélioration à 48 heures, fluoroquinolone antipneumococcique. Tu veux nous dire quelque chose, Camille? Non. Bonne nuit, Sfad. Donc voilà. Donc, si en première intention, on pense à des germes atypiques, donc ça veut dire que c'est une toux traînante, fébrile depuis quelques semaines, on pensera d'abord au macrolide. On en a parlé tout à l'heure. Zéclar, donc clarithromycine 500 2 fois par jour, et c'est pas 14 jours, c'est 5. Et après, tout ce qui est légionnel, ça sert à rien d'en parler ce soir, je vous les ai mis là, mais ça se passera toujours en hospitalisation. Donc, j'ai parlé rapidement de la coqueluche. Donc, pareil, macrolide, pareil que le mycoplasme. Durée de 3 jours, l'azithromycine 250 mg de comprimé par jour, 3 jours. Ou alternative clarithromycine 250 mg de par jour, 7 jours. Voilà, dans les contre-indications au macrolide, on peut proposer le cotrimoxazole également. De toutes les manières, si jamais vous êtes bloqué, si jamais les durées, on ne les retient pas tous, je pense qu'on va assez facilement sur antibiotiques, que tout le monde connaît maintenant. Est-ce qu'il y avait quelque chose à dire? Juste finir, donc tu as parlé tout à l'heure de la doxycycline. Ouais. Tu vas mettre la caméra. Doxycycline, voilà, il y a une boîte, il y a énormément de labos, il y a eu assez peu de ruptures sur ce produit-là, donc tant mieux. Toujours attention à l'exposition au soleil de ce produit-là et de le prendre loin du coucher pour éviter les œsophagites également. Et peu de présence lactée avec la prise pour éviter une formation d'un complexe qui empêcherait l'absorption de l'antibiotique. Donc, première chose. La clarithromycine, tu en as parlé tout à l'heure aussi. Donc, j'ai apporté une boîte. Attention, il y a donc maintenant 2 formules. La clarithromycine classique en forme non libération modifiée et la clarithromycine à libération modifiée. Celle-ci, elle est quasiment plus utilisée. J'en ai même plus en stock. Mais c'est quoi la différence? En fait, quand c'est la libération modifiée, on prend les 2 comprimés en même temps. Okay. Donc, LM, c'est deux comprimés en une prise. Et ça va agir sur 24 heures. Mais les indications, ça avait été fait à l'époque pour éviter la forme générique. Et maintenant, aujourd'hui, on a carrément de la prescription que de la forme classique. Pour nous, c'est quand même plus facile à gérer. Et libération modifiée, c'est libération prolongée. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau, le comprimé se délite tranquillement au niveau des dunes digestifs dans l'intestin avec une libération progressive de la clarithromycine. Voilà. C'est tout. C'est tout. Cécile, la question. Non. Tac. Et là, il s'agissait de refaire le point rapido sur les durées. Alors, je ne sais pas si on voit. Tac.
dans les infections cutanées, c'est pareil en fait. Il faut garder en tête le cut-off de 7 jours, jamais plus que 7 jours. Que ce soit érysipèle, je ne vous parle pas des risques de récidive chez les gens qui en font très très régulièrement, mais encore que nous, on en voit, enfin j'en vois, mais je les adresse en infectiologie, en consultation au CHU. Les plaies aussi par morsure animale, c'est plutôt amoxicilline acide clavulanique par rapport aux germes présents dans la bouche. Voilà. Les abcès cutanés, globalement, il n'y a pas d'antibiotiques puisque le traitement, c'est de drainer l'abcès, le vider. Si on pense quand même qu'on va en avoir besoin pour faire refroidir, par exemple, parce qu'il n'est pas complètement constitué, on peut penser à la Clinda, mais préférentiellement, je pense à la pristinamycine ou piostacine 5 jours, qui est donc... qui est quand même mythe, avec quelque chose à dire, non? Piostacine, malheureusement, les pharmacies sont en rupture, donc voilà. Non, donc, aussi. donc aussi, ouais, c'est très compliqué actuellement pour avoir des boîtes. Ouais. Donc de la furonculose, donc des furoncles, c'est la même chose, 7 jours. Pensez à la décolonisation des gîtes, enfin les sites, le nez et l'anus, à faire matin et soir une semaine avec une crème antibiotique. Tac, tac, tac. Donc, la même chose. L'impétigo, ça dépendra aussi de la surface d'extension de l'infection. Si c'est localisé, la crème locale à bupéricine ou fusidine peut être suffisant, 5 jours. Dans les autres cas, on passera en péros. Donc là, je suis remis juste la durée, 7 jours pour l'adulte, mais je crois que c'est pareil pour l'enfant. Tac. Donc, dans les petites choses à savoir, morsure de chat, ça risque de conséquences que morsure de chien. Tout simplement parce qu'ils ont les crocs plus fins et plus longs. Et du coup, ça va plus profond et ça risque d'atteindre les gaines des tendons. Tac, tac, tac. Donc, s'il n'y a pas d'amoxicilline acide clavulanique, on pourra penser à la doxycycline, comme on en a parlé, 5 mg 2 fois par jour pendant 5 jours. Tac, tac. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Rien de particulier. Augmentin. Non, rien de plus par rapport à la pastorelle. Mais... Donc le Panari, c'est pareil, ça reste un traitement chirurgical, mais si on estime que ça peut faire refroidir et guérir, parfois en phase au tout début. Donc pareil, la piostacine, 1 gramme 2 ou 3 fois par jour pendant 7 jours. C'est principalement ça que je prescris. Est-ce que tu as des choses particulièrement par rapport à ça? Non. Donc ça, c'était la peau. Et au niveau des diarrhées bactériennes, donc on différencie deux syndromes. Le syndrome cholériforme, comme de l'eau, donc c'est comme ça que je retiens, moi, et dysentérie, donc du sang. Donc, dans le premier cas, on peut se passer de traitement et si malgré tout persistance ou altération de l'état général, on pourra proposer des fluoroquinolones ou de l'azithromycine. Et dans le syndrome dysentérique, la même chose. Tac, 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 tac. Bon. Je ne reviendrai pas sur les copros qui peuvent donner les différentes bactéries responsables des syndromes dysentériques. La seule chose qu'on a pu avoir
qu'on a pu avoir en retour, c'était les dernières recommandations sur le Clostridium qui a changé. En première ligne, c'est le Fidexo que nous, on n'a pas accès et on peut passer par les infectieux pour qu'ils nous fassent l'ordonnance pour une délivrance hospitalière. Voilà. Tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? Non. Bon. Là, les diverticulites, normalement, pas de traitement antibiotique recommandé en première intention. Sinon, si mauvaise évolution, on peut traiter par amoxicilline acide clavulanique 7 jours. En cas d'allergie, les fluoroquinolones 7 jours. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des informations. On pouvait, les sites où on pourrait retrouver toutes les informations. C'est l'Antibioclic, les HAS, Aspif, le Pili, le site CRATB Bretagne. Et dans les petites choses auxquelles je voulais vous parler dans les nouveautés de l'année, c'est dans les vaccins pneumocoque. On va pouvoir oublier le Prévenir 13 pour les nourrissons et prescrire en premier le Vaxneuvance, qui a une meilleure efficacité et qui va rentrer dans le calendrier vaccinal, en fait. C'est celui-là qui va être à mettre, qui est déjà à mettre, parce que je crois qu'il est livré. Je ne sais pas si les gens commencent à le prescrire. Prescrire, non. Par contre, on a vu qu'il était disponible. OK. Et par rapport au pneumocoque, pareil, mieux que le pneumo 23, il marche mieux, le Prévenir 20, qui sera utilisé en priorité plutôt que dans l'indication, pour le moment, des 18 ans et plus. Voilà, il est plus efficace. C'est quand il y a un risque d'infection invasive, pneumocoque, splénectomie, des choses comme ça. Les maladies hémato. Voilà. C'est par rapport à ça. Ouais. Donc, dans les take message, vous avez pu entendre que 9 fois sur 10, on utilise l'amoxicilline. On utilise l'amoxicilline en médecine générale avec 4 exceptions: l'infection dentaire, la sinusite frontale ethmoïdale ou sphénoïdale, la morsure animale, l'infection cutanée de l'enfant. Donc, rien que ça, et voilà, on a fait le tour des antibiotiques en médecine générale. C'est terrible. Donc, je vous avais parlé de cette feuille tout à l'heure de l'ordonnance de prescription des infections virales. Celle-là, c'est la version ancienne, elle est remaniée, mais globalement, c'est la même avec un QR code. Et voilà. Merci à cette participation. Merci bien, merci. Tu n'avais rien de